Puis tout d'un coup, oups, mes bobettes ont pris le camp. Puis là, c'était un massage de partout. Malgré toutes les révélations sur des curés, des religieux pédophiles, pouvez-vous croire qu'il y a encore un diocèse qui protège certains d'entre eux? Juste pour être clair, ce que vous nous dites, c'est que vous avez jamais fait d'attouchement sexuel sur un mineur, là. Ben, pas frère, j'aurais aucune raison. Si je partais, là, je savais que je m'en allais en prison. Donc, c'était soit les abus sexuels, soit la prison. Moi, Le nouvel évêque de Hearst, dans le nord de l'Ontario, a appris, par notre journaliste, que son mandat ne serait pas de tout repos. Alors, s'il y a des prêtres qui doivent être retirés du ministère, ça sera fait. Ça sera fait. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Pour raconter cette histoire, nous avons roulé 11 heures à partir de Toronto vers une région où l'Église a protégé des abuseurs sexuels allégués et même condamnés. Leurs victimes veulent que ça cesse. j'ai gardé ça en dedans de moi toute ma vie, là, c'est le temps que ça sort. Moi, je veux être excommunié. Vous voulez connaître un pédophile, ça n'est un. Au fil des ans, dans un seul diocèse, 12 prêtres et bénévoles ont été montrés du doigt. Bien, s'il dit que je l'ai abusé à 14 ans, puis je le connaissais pas nécessairement à 14 ans, hein. Notre enquête a recensé pas moins d'une quarantaine de personnes qui auraient subi des abus sexuels de la fin des années 1950 au début des années 2010. Le diocèse de Hearst occupe un vaste territoire, majoritairement francophone, dans le nord de l'Ontario. La religion catholique a encore des racines profondes ici. Ces paroisses ont été fondées au siècle dernier par des prêtres venus du Québec. L'évêché de Hearst a joué un grand rôle dans la conscientisation des francophones et occupe toujours une place importante dans la vie sociale. L'Église a assuré son influence grâce à l'isolement géographique et linguistique de la population. C'est ce qui aurait permis à l'Église de camoufler des abus ici plus longtemps qu'ailleurs. La population, elle, vivait du bois. C'est toujours le cas aujourd'hui. La forêt, pour moi, c'est un lieu où je peux me ressourcer. Mais c'est aussi un lieu où je peux faire le vide. On a tous besoin de petits îlots de tranquillité. Quand on est adolescent, on se pose des questions. Et puis, une des questions que je me posais aussi, c'était, est-ce que je suis appelé à aller vers la prêtrise? Yves aurait rencontré le curé Rémi Lessard à l'âge de 17 ans en 1985. Un prêtre nouveau genre, très populaire auprès des jeunes. Les personnes du clergé étaient vues comme des vedettes. Il me paraissait une personne de confiance. Il a commencé à te donner beaucoup d'attention après ça. Par la suite, ma mère a eu des problèmes de santé. Éventuellement, elle a porté un décès. Il nous confie que son père était absent et que le curé Lessard l'a accueilli chez lui. Ça me réconfortait. Donc, c'était une figure paternelle pour toi? Oui. Même, il me l'a dit, il dit, je pourrais être ton père. L'année suivante, se rappelle-t-il, le curé lui donne des accolades et des baisers qui culminent à un moment troublant. Il me dit, j'aimerais que tu couches avec moi. Yves résiste, puis propose un compromis. Ici, il y a une ligne imaginaire qui est le milieu du lit, puis que je te vois pas la dépasser. Ça n'a pas été long que... Excusez, là, mais son petit pénis de 2 pouces me frôlait le derrière de la jambe pour savoir que j'étais comme pris par otage. Le jeune le repousse et s'enfuit. Le curé ne recommence pas, mais l'interaction le laisse profondément traumatisé.
C'est à ce moment-là que j'ai perdu toute confiance pour longtemps. Quand t'es coiffeur, t'es un peu psychologue, t'es un peu gynécologue, il y a des affaires qu'un homme qui ne devait pas savoir, comme un coiffeur le sait, lui. You gonna look down for me, sweetie? Thank you. Me garrocher dans ma job, c'était juste comme... C'était une thérapie pour moi. La coiffure m'a sauvé la vie. Les malheurs de Gilles commencent à l'enfance. Oui, ça, c'est ma famille. Il me disait toujours, je me rappelle de l'âge de 7-8 ans, arrête d'agir comme une tapette. Arrête de faire ta tapette. Puis il me battait jusqu'à temps qu'il disait, tu vas broyer, je vais te casser. Puis si tu brailles pas, j'arrête pas. J'étais sévèrement abusé. Il est aussi abusé sexuellement par son père. Puis, à un moment donné, j'ai senti quelque chose. Je me suis réveillé avec quelque chose de dur entre mes fesses. T'oublies pas la senteur, t'oublies pas l'étouffement, t'oublies pas la façon que tu t'es senti. L'Église a été un refuge pour Gilles, en particulier les activités jeunesse, où il rencontre Roger Pronovo à l'âge de 14 ans. Je savais même pas que je l'avais. J'ai vu ça hier, j'ai dit « Oh my God, faut que je monte ça à elle. » Ça, c'est quand il était ordonné, j'étais pas là. Pourquoi avoir gardé ça? Je sais pas. Je sais pas. Roger, lui, m'a montré de l'affection que j'aurais aimé que mon père me donne. Puis là, ben, on est allé au chalet des prêtres. Mais avant de dormir, il m'a donné un massage, puis tout. Puis tout d'un coup, oups, mes bobettes ont pris le camp. Parce que tout le temps qu'il me massait, c'était les doigts glissaient en dessous des bobettes. Puis là, ben, c'était un massage partout. Gilles soutient que l'abus a duré des années. Il n'était pas le seul jeune dans l'orbite de Roger Pronovo. Arc-en-Ciel, c'est une communauté de vie où on recrée un monde différent pour les jeunes qui ont eu des problèmes avec la drogue, l'alcool. Dans les années 80, le diocèse dirigeait un centre de désintoxication sur une ferme pour les 12 à 24 ans, la maison Arc-en-Ciel. C'est entre autres à Roger Pronovo et Rémi Lessard que l'Église confie ces jeunes vulnérables qui arrivaient du système de justice. Il faut vraiment que les gens sortent d'ici de façon épanouie. Les prêtres dormaient sur place, ils étaient aussi agents de probation. Tout était en place pour ce qui nous a été décrit comme une maison des horreurs. Joël Rivet arrive en 1981 à l'âge de 16 ans, après avoir été arrêté pour des vols. Le juge lui donne 2 choix, la prison ou la maison Arc-en-Ciel. Fait que moi, j'étais jeune encore, j'avais peur d'aller en prison. Je savais pas c'était quoi, j'avais peur d'aller là. Ça fait que j'ai décidé que oui, peut-être l'Arc-en-Ciel, ce serait mieux. Débarquer de sa dos, puis lâcher de faire des crimes. C'est un autre prêtre, le curé René Poirier, qui le prend en charge. Mais au lieu de le réhabiliter, il en fait sa proie. C'est un peu embarrassant, là, à dire, là, mais il aimait ça me crosser, tu sais. C'est dur à dire, là, mais c'est ça que c'est. Mais je voulais pas partir parce que si je partais, là, je savais que je m'en allais en prison. Donc, c'était soit les abus sexuels, soit la prison. Moi. 2 autres ex-résidents nous confient avoir subi des agressions sexuelles de René Poirier, mais aussi d'un bénévole, Ghislain Plourde. Quand que je showerais, mais là, il se pognait là, tu sais, comme il jouait avec lui-même, là, puis moi, je trouvais ça un peu bizarre aussi. Il a tenté de vous faire des attouchements dans la douche? Oui. Ghislain Plourde a aussi longtemps dirigé un camp de vacances. C'est la grande force du camp, c'est tout, ça tourne autour du mot amour. Une présence amoureuse, une présence aimante. Il a refusé notre demande d'entrevue.
Son nom reviendra plus tard dans cette histoire. Pour ce qui est de René Poirier, il est enfin dénoncé à l'évêque par un autre jeune en 1982. Mais au lieu de le punir, l'Église ferme les yeux. L'évêque Roger Despatie le transfère à Chapleau. Mais dans sa nouvelle paroisse, le curé Poirier continue de travailler comme thérapeute. En 1989, il agresse un autre adolescent. Au retour, on a confronté un prêtre visé par des allégations d'agression sexuelle. C'est rare qu'une personne dans ce contexte accepte de nous donner une entrevue, mais vous allez voir que c'est troublant. Bien, s'il dit que je l'ai abusé à 14 ans, puis je le connaissais pas nécessairement à 14 ans, hein? Ce qui est encore plus choquant pour les victimes qui témoignent maintenant, c'est que ce scandale est étouffé par le diocèse de Hearst depuis longtemps et que l'impunité règne. Regardez ce qui est arrivé à ce curé condamné il y a 30 ans. Au début des années 90, le diocèse est plongé dans un scandale. Le curé René Poirier écope de 6 mois de prison pour l'agression sexuelle d'un adolescent de 17 ans. Et l'évêque Roger Despatie est poursuivi au civil pour avoir camouflé l'affaire. Ce transfert silencieux, comme je l'appelle, est un modèle appliqué dans le monde catholique. Le prêtre est absous de ses péchés en thérapie ou dans une retraite spirituelle, puis transféré dans une autre paroisse. En 1994, l'évêque Despatie est condamné pour négligence grave et le diocèse paye 43 500 $. C'était près de 10 ans avant l'avalanche de litiges qui allait déferler mondialement contre l'Église à l'aube des années 2000. Selon des critiques de l'institution, ce jugement a été une occasion ratée. C'est un recours très rarement utilisé par les tribunaux. Et qu'il ait été utilisé contre un diocèse catholique en Ontario aurait dû être crié sur tous les toits. Ça aurait dû être un moment pour l'Église de modifier ses comportements de transfert silencieux et de rompre le silence. Au contraire, le diocèse a continué de protéger des abuseurs, dont le curé Poirier. À sa sortie de prison, l'Église transfère encore le prêtre, cette fois aux Philippines. Il meurt au Mexique en 2006. Ce genre de camouflage est quelque chose que Rob Talack voit souvent. De Ottawa à London, en passant par Moncton, dans ces boîtes se trouvent certains des pires secrets des diocèses du pays. Ce qui lui a valu le surnom de chasseur de prêtres dans le milieu. Le titre de chasseur de prêtres est un honneur car ces prêtres ont mérité d'être chassés. Je me concentre sur ceux qui ont commis des inconduites sexuelles sur des enfants ou exploité des personnes vulnérables. L'un des prêtres que le diocèse de Hearst a protégé jusqu'à très récemment est Roger Pronovo. Il a travaillé pendant des décennies après les abus qu'il aurait fait subir à Gilles. Pronovo est aujourd'hui à la retraite. Nous l'avons retracé et convaincu de nous accorder une entrevue. Est-ce que le nom de Gilles Gélina vous dit quelque chose? Gilles Gélina. Pas vraiment. Gilles Gélina. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec Gilles? Pas ce que je sache. Mais quelques minutes plus tard, il n'a plus de trou de mémoire. Il se rappelle même de plusieurs détails spécifiques. Moi, je me rappelle de lui quand il travaillait déjà dans un restaurant puis il demeurait pas chez ses parents. Ces souvenirs en dents de scie nous surprennent parce que Roger Pronovo a revu Gilles il n'y a pas si longtemps. C'était en 2014 qu'il décidait de le confronter en personne. Roger, quand je l'ai confronté, il m'a ostiné. Il dit non. T'avais que 16 ans. J'ai dit non, Roger. Bien, s'il dit que je l'ai abusé à 14 ans, puis je le connaissais pas nécessairement à 14 ans, hein? J'ai dit, tu m'as jamais demandé mon âge. Il dit non, t'avais 16 ans, ça finit là.
Il n'a jamais pris responsabilité. Ça, j'en venais pas. Les relations sexuelles alléguées n'étaient pas un acte criminel à l'époque. La loi allait changer seulement quelques années plus tard. Mais est-ce que cela veut dire qu'elles étaient appropriées pour autant? OK, disons qu'il avait 16 ans. Est-ce que ça aurait été approprié d'avoir des relations sexuelles avec lui à 16 ans? Je pense que c'est un débat... Pas vraiment, non. Mais c'est ça, c'est un débat futile. Ça Bon, change rien dans la discussion. Non. Il était mineur, donc je vois pas où vous voulez en venir avec moi, ça. je sais pas. Selon Gilles, la confrontation a mené à des révélations bouleversantes. Roger Pronovo lui aurait admis que d'autres jeunes lui ont reproché des abus similaires. Durant la soirée, il m'a raconté que c'était la 5e fois. J'ai dit, t'as pas de cœur, point. Je vois pas pourquoi t'es prête. En effet, Pronovo aurait fait des ravages au long de sa carrière. Enquête a identifié 4 autres personnes qui auraient subi des abus sexuels de sa part alors qu'elles étaient mineures. Juste pour être clair, ce que vous nous dites, c'est que vous avez jamais fait d'attouchement sexuel sur un mineur, là. Ben, pas franc. J'aurais aucune raison. L'un de ces cas a mené à une accusation d'agression sexuelle sur un adolescent en 2014. Pronovo a plaidé coupable. 2 ans plus tard, à une accusation réduite de voies de fait sur un mineur. Si Roger Pronovo pouvait vous entendre, que voudriez-vous lui dire? Vous voulez connaître un pédophile? Ça en est un. Ça en est un. C'est un privilège, Roger Pronovo, de vivre librement dans ton cas. Disons, moi, je savais que ça n'emmènerait à rien de garder le silence. C'est comme si en moi, il y avait cette rage que je portais parce qu'on a voulu prendre avantage de moi. Durant les années 90 et 2000, Yves dit avoir tenté à plusieurs reprises de dénoncer Rémi Lessard. La Couronne refuse de porter des accusations. Il s'adresse au diocèse, mais rien n'est fait. Et Yves traverse une période noire. Tentative suicidaire, oui. Briser la propriété d'autrui, oui. En 2010, il tente une nouvelle stratégie. Enregistrer Rémi Lessard et l'évêque Vincent Cadieux à leur insu. Et on se stationne dans la rue, et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il va? Oui, ça va. Ouais. Ça va. Moi, j'ai pas fait ça de façon à faire le trouble. J'ai fait ça pour me faire respecter. J'ai fait ça pour qu'on entende la vérité. Pourquoi qu'un individu de ta personne, de ton savoir, de ton statut, de ton pouvoir peut faire ça à un plus démuni que j'étais dans le temps? Ce qui est inacceptable, Yves, c'est ce que j'ai vécu avec toi de 20 ans passés. Ça, c'est inacceptable. Le fait d'avoir tombé en amour avec toi et d'avoir, je vais l'avouer, d'avoir comme te suggérer possiblement d'avoir des rapports sexuels, ça, c'est inacceptable, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ce que j'ai fait après, je suis allé en thérapie pour aller vérifier, pour jamais me remettre dans une position pour que ça arrive. J'ai abandonné toutes les activités avec les jeunes. Malgré cette confession, l'évêque Cadieux se porte à sa défense. C'est pas évident de vivre une vie de prêtre. On reste des humains avec nos forces, nos faiblesses, nos misères, nos souffrances. Et Rémi Lessard demeure en poste. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis ma parole et je serai guéri. Sidéré par l'attitude de l'Église, Yves décide de poursuivre. Et pour ce faire, il embauche Rob Talak. J'ai accepté son cas parce que j'ai cru à son histoire. Même s'il était plus vieux et que le sévice a été bref, ça reste très significatif.
il y avait aussi que dans son cas, l'abuseur semblait être sans remords. En effet, Rémi Lessard nie les allégations et va jusqu'à suggérer que Yves le harcèle. Et le diocèse rejette toute responsabilité. Mais un élément de preuve va tout changer. Alors, le document, la preuve, l'enregistrement a été le moment, disons, qui a fait déclencher le tout. Sans l'enregistrement audio, nous serions encore en litige. En 2017, Yves Villeneuve reçoit 75 000 $ dans un règlement à l'amiable, mais le diocèse n'admet aucune responsabilité. Rémi Lessard a décliné notre demande d'entrevue. À Hearst, le diocèse a indemnisé des victimes de plusieurs prêtres aujourd'hui décédés à coût de centaines de milliers de dollars. En secret, l'Église voulait absolument cesser l'hémorragie. Après la pause, notre équipe va aller à la rencontre du nouvel évêque de Hearst qui va prendre la mesure du scandale qu'il aura géré. Est-ce que ça veut dire qu'il y a potentiellement des archives qui manquent? Je sais pas. Je sais pas. La question s'est posée dans plusieurs scandales sexuels qui ont éclaboussé l'Église catholique. Où est l'argent pour compenser les victimes? Le diocèse de Hearst a conçu un stratagème financier pour se protéger des poursuites. Depuis plusieurs années, l'Église catholique vit un séisme sans précédent. Allemagne, Irlande, États-Unis, les affaires de pédophilie ne cessent de se succéder au sein de l'Église catholique. Nous avons dénombré environ 216 000 victimes. The diocese says it filed for bankruptcy because of clergy sex abuse payout. De Paris à Santa Fe, des diocèses ont transféré de l'argent et des biens immobiliers dans des corporations distinctes, selon plusieurs grands médias, pour les cacher de poursuites de victimes d'abus sexuels. La stratégie existe au Canada. Le diocèse de Charlottetown reconnaissait l'avoir employé en 2011. Et selon des avocats qui ont poursuivi l'Église, le diocèse de Halifax a tenté de le faire après sa fusion avec celui de Yarmouth en 2017. Ces restructurations sont une faillite morale. L'Église marchande le peu de crédibilité qui lui reste pour économiser quelques dollars. Dès 2018, le diocèse de Hearst entamait sa propre restructuration, une fusion avec celui de Moosonee au nord. Selon des documents internes du diocèse obtenus par enquête, l'évêque Robert Bourgon proposait de créer une nouvelle corporation avec tous les avoirs disponibles des paroisses, les soustrayant ainsi à des poursuites légales. Des avoirs nets de plus de 30 millions de dollars selon nos calculs. Les prêtres approuvent le plan à l'unanimité. Mais avant qu'il soit complété, l'évêque Bourgon démissionne en 2020. La restructuration est mise sur la glace jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque. 1 an et demi plus tard, le pape François choisit Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay pour le remplacer. Est-ce que vous êtes au courant de cette stratégie? Et ça n'existe pas. Donc, c'est possible que lui avait cette idée de le faire, mais ça ne s'est pas fait. Avez-vous déjà vu ce schéma-là? Non. De quoi il s'agit-il? Nous lui avons montré une copie du plan de restructuration qui prévoyait la création d'une série de corporations distinctes et le maintien de sociétés coquilles pour brouiller les pistes. La corporation qui semblait avoir été envisagée n'existe pas. On est encore avec les corporations telles qu'elles étaient. Et il n'est pas question de faire des démarches pour protéger quoi que ce soit là, de notre justice. Je pense que le diocèse a été pris en flagrant délit en créant une structure pour se protéger des litiges et de ses responsabilités. Le diocèse devrait proclamer publiquement que les victimes seront toujours indemnisées, peu importe sa structure organisationnelle. Contrairement à d'autres victimes, Gilles n'a pas eu la force de poursuivre, mais il a quand même parlé avec quelqu'un au diocèse en 2014 pour dénoncer Roger Pronovo. J'ai juste eu une confirmation
je vais faire quelque chose. Si tu as besoin de parler, rappelle-moi. Je vais t'écouter. C'est tout. Gilles n'a jamais eu de retour de l'évêque. Et malgré sa condamnation pour voie de fait sur un mineur en 2016, Roger Pronovo a continué d'être curé pendant 3 ans. Plus inquiétant encore, nous révélons à l'évêque Tremblay que 2 autres prêtres, toujours en fonction, sont visés par des allégations d'agression sexuelle et qu'un de ses employés a fait de la prison pour avoir agressé sexuellement des enfants. C'est terrible. C'est terrible. Puis chaque personne, c'est une vie qui est brisée, qui est affectée. Chaque cas est une tragédie. Puis on va se rencontrer et on va prendre les mesures qui devront être prises. Alors, s'il y a des prêtres qui doivent être retirés du ministère, ça sera fait. Ça sera fait. Mais il est étonnant qu'il ne soit pas au courant d'un autre cas, celui de Ghislain Plourde. Nous avons constaté que 40 ans après les sévices commis à la Maison Arc-en-Ciel, il demeure bénévole pour l'Église. Je fais du mieux que je peux pour nous aider à prier. Aujourd'hui, nous allons entendre encore parler beaucoup de la foi. Et ce, même s'il a été accusé d'agression sexuelle en 2020 et l'année suivante plaidé coupable à des accusations réduites de voie de fait sur un mineur. Et même après ce qu'il aurait fait vivre à Joël Rivet. C'est quand qu'il s'est fait arrêter? 2020. 2020? Il est encore en vie, lui? Ah ouais? Ah. Non, ça me surprend pas qu'il s'est fait arrêter. Il a dû se faire arrêter plus longtemps que ça. Étiez-vous au courant? Non. Mais est-ce que ça vous inquiète pas? Bien sûr, mais on doit toutes prendre les mesures nécessaires pour que tout le monde se sente en sécurité. Ça, c'est très important. Finalement, il nous a dit ne rien savoir à propos de presque toutes les allégations que nous lui avons présentées. Sauf un autre cas. Il savait que son curé Rémi Lessard avait été accusé d'inconduite sexuelle dans une cause au civil. Alors, inutile de nous culpabiliser, puis de nous culpabiliser. Le Seigneur ne regarde pas les fautes. Ce que j'en comprenais, c'est qu'il y a eu un cas et qui a été réglé à l'amiable. Mais c'est ça les informations que j'en ai. Mais le diocèse avait reçu à l'époque la confession de Rémi Lessard. Oui, je vais l'avouer, d'avoir comme te suggérer possiblement d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est pas inacceptable, je suis d'accord avec toi. Là, ce que j'entends, c'est la première fois que j'entends ça. OK? Et je ne peux pas me prononcer sur l'ensemble de la conversation et l'ensemble de l'interaction qui a eu lieu. L'évêque se défend. Il vient d'arriver, c'est pourquoi il n'est pas au fait des cas et poursuites passées. Mais selon ses propres règles, l'Église doit conserver des archives sur toutes les allégations émises à l'endroit de son clergé. C'est pourquoi la réponse de Monseigneur Tremblay nous inquiète. Si nous avons des victimes qui nous disent avoir fait des dénonciations à vos prédécesseurs et que là, vous me dites que vous n'avez pas trouvé d'historique de ces dénonciations-là dans les archives, est-ce que ça veut dire qu'il y a potentiellement des archives qui manquent? Je sais pas. Je sais pas. L'évêque devrait être effrayé que quelque chose lui échappe, qu'il y ait des agresseurs dans ses rangs. Ce serait un immense scandale, un gâchis, si quelqu'un savait quelque chose et n'a pas pris les actions nécessaires. Il devrait vérifier qui sont ces hommes qui l'entourent. Ce n'est pas une grosse organisation. Moi, j'invite toute personne qui a vécu des abus à dénoncer, à venir nous rencontrer ou aller voir la police. Et à partir de dénonciation, on va agir. On va agir. Venez nous voir. Suite à notre entrevue, l'évêque Tremblay a lancé une enquête interne. Tous les prêtres et bénévoles mentionnés dans ce reportage ont été relevés de leurs fonctions, incluant Rémi Lessard. Pour Gilles, qui a dénoncé Roger Pronovo au diocèse sans succès en 2014, c'est trop peu, trop tard. Qui a à se faire foutre? Puis sa région, se la fout dans le cul. Protéger les pédophiles si longtemps. Je ne crée plus à la religion catholique. Après ce que j'ai vu, là, puis tout ça, tant qu'à moi, c'est une histoire. Toute la patente, c'est une histoire. Hein, pour eux autres, ils en profitent. Moi, j'avais besoin d'aide dans ce temps-là. Là. C'était pas... j'étais pas là pour mes beaux yeux, là. J'avais de la misère dans la vie, puis ça a vraiment pas lâché depuis ce temps-là.